Bonjour tout le monde. Alors dans ce contexte un peu particulier, vous n'échapperez pas à notre présentation sur l'hyperœstrogénisme du furet. Alors on va commencer avec une petite mise en situation. Donc Monsieur Durand vient pour la première fois dans votre cabinet vétérinaire et il vous apporte sa petite furette Lila qui est non stérilisée et qui a 18 mois. Alors, il vous dit que depuis plusieurs jours, Lila ne mange plus et qu'elle est très abattue. Vous regardez rapidement Lila et vous voyez une alopécie bilatérale symétrique tronculaire. Le propriétaire vous dit que cette alopécie a débuté par la queue il y a quelques semaines et qu'elle était accompagnée de prurite. Alors, vous demandez à Monsieur Durand depuis quand votre furette est en chaleur et il vous répond depuis 2 mois. Vous faites donc ensuite l'examen clinique de Lila et vous voyez que Lila est peu réactive, ses muqueuses sont pâles avec un pouls faible, il y a une hypothermie et sa vulve est hypertrophiée. Votre hypothèse numéro 1, avec l'anamnèse, l'échomémo et l'examen clinique, ça va être l'hyperœstrogénisme du furet. Vous avez évidemment d'autres hypothèses, comme une alopécie saisonnière physiologique, un corps étranger, donc il va falloir faire des examens complémentaires pour confirmer votre hypothèse. Vous allez donc faire une numération formule et des dosages hormonaux, donc œstradiol, androsténédione et 17-OH progestérone. Donc on regarde les résultats de vos examens complémentaires. La numération formule montre une anémie non régénérative, une hématocrite à 14%, ce qui est faible, une thrombocytopénie et une leucopénie. Les dosages hormonaux montrent une augmentation de l'œstradiol, mais des valeurs normales pour les 2 autres hormones qui ont été dosées. Et donc, la conclusion, au vu de ces examens complémentaires, de votre examen clinique et de votre anamnèse et vos comémos, eh bien, vous annoncez à Monsieur Durand que Lila a un hyperœstrogénisme sévère. Donc c'était une petite mise en situation, on va revenir plus en détail maintenant sur la pathologie, pour mieux vous l'expliquer. Au niveau de l'anamnèse et des commémoratifs, on va déjà avoir des éléments très évocateurs d'un hyperœstrogénisme. Donc par exemple, si on vous amène un furet femelle non stérilisé, il faut être très vigilant parce que l'hyperœstrogénisme est une pathologie qui est très connue et qui est fréquente chez la femelle non stérilisée. Mais attention, des femelles stérilisées peuvent également avoir un hyperœstrogénisme si on a des reliquats ovariens, c'est-à-dire si la stérilisation a mal été faite, elle n'a pas été complète, et également chez le mâle, mais c'est très rare. Généralement, on vous apporte le furet pour un œstrus prolongé, donc qui est constaté pendant plus de 2 semaines. Donc le propriétaire va constater une vulve hypertrophiée, des sécrétions vaginales séreuses, voire mucopurulentes. Également, le furet peut être amené car il ne mange presque plus, ou plus du tout, c'est la dysorexie ou l'anorexie, une perte de poids sévère à modérée, également un abattement, une léthargie depuis quelques jours, et un signe aussi très évocateur, c'est l'alopécie symétrique bilatérale, ou alors, plus discret, un éclaircissement du pelage depuis plusieurs mois, et le prurite également est assez évocateur. Et parfois, on a des signes neurologiques. Venons-en maintenant à l'étiologie. L'hyperœstrogénisme du furet est causé par un œstrus persistant suite à une absence de coït en période de reproduction. Alors on va voir ça plus précisément avec un petit schéma. Alors voici une furette en œstrus. Chez la furette, la copulation induit l'ovulation. C'est obligatoire. Donc si on a une absence de coït, la furette reste en œstrus. Et donc, on a des mécanismes qu'on va voir juste après qui vont créer un hyperœstrogénisme. On a également d'autres étiologies possibles, mais qui sont plus rares, comme une hyperplasie surrénalienne ou une néoplasie produisant des œstrogènes. Et c'est ce qui explique qu'on puisse avoir un hyperœstrogénisme chez le mâle. Et je laisse la parole à Théotime. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, contrairement à Audeline, je me suis mis un peu plus au soleil. Bon, du coup, je l'ai un peu dans la gueule. Mais bon, reprenons notre présentation. Alors comme vous l'avez vu avec Audeline, l'étiologie principale pour l'hyperœstrogénisme, ça va être le fait que la furette est en œstrus persistant vu qu'elle ne se reproduit pas. Et donc on peut se demander quelles vont être les conséquences de cet œstrus prolongé. Alors tout d'abord, pour comprendre ça, il faut qu'on s'intéresse déjà aux effets des œstrogènes en temps normal, et notamment à la moelle osseuse qui, elle, produit en temps normal des cellules souches hématopoïétiques qui vont donner différentes lignées cellulaires. Donc les globules rouges, les leucocytes ou les plaquettes, donc des cellules utilisées partout dans le corps. Et justement, les œstrogènes qui sont produits par les gonades
vont stimuler cette moelle osseuse pour permettre ces productions. Sauf que en cas d'hyperœstrogénisme, donc avec un œstrus prolongé, on va avoir une sursécrétion de ces œstrogènes qui va donc stimuler beaucoup trop la moelle osseuse et l'épuiser, ce qui fait qu'on n'aura plus de cellules souches hématopoïétiques, donc plus de globules rouges, donc anémie, plus de leucocytes, leucopénie, et plus de plaquettes, thrombopénie. Et du coup, on peut s'intéresser à tous les signes cliniques qui vont être engendrés par cette production prolongée d'œstrogènes par les gonades. Donc tout d'abord, comme on l'a vu avec le mécanisme précédent, on va avoir une anémie engendrée par cette sécrétion prolongée d'œstrogènes, mais on a aussi d'autres effets qui sont dus juste à l'hyperœstrogénisme. Ça va être notamment que la furette va être en chaleur en quelque sorte et elle va avoir une vulve œdémaciée, elle va avoir des sécrétions vaginales, et on va également avoir des signes cutanés qui sont les plus visibles, avec l'alopécie tronculaire bilatérale symétrique dont on vous parle depuis le début, du prurite, de la dépilation faciale et abdominale. Et ensuite, l'anémie dont on a vu le mécanisme juste avant va engendrer des signes neurologiques avec ataxie, parésie, paralysie, incoordination, et également des signes généraux, donc comme vous pouvez voir sur les photos, avec de la faiblesse générale, des muqueuses pâles, des troubles de la coagulation, mais également une hypothermie, des troubles digestifs, avec un mélénat qui peut être apporté par le propriétaire parfois, et des infections secondaires, etc. Au niveau du diagnostic différentiel, on n'en a pas vraiment un qui comprend tous les signes observables, mais on a un diagnostic différentiel par signe en fait, en quelque sorte. Donc si on observe de l'anémie, on peut penser à des produits chimiques ingérés, des médicaments, des ulcères ou des insuffisances rénales. Mais si c'est des troubles neurologiques, on peut penser plutôt à tout ce qui est fracture, mais ça va être visible à la radiographie si on veut faire un diagnostic différentiel. Ensuite, l'hypertrophie vulvaire, ça peut être une inflammation ou une tumeur. Et l'alopécie, ça peut être confondu avec l'alopécie saisonnière sexuelle, ou ça peut être dû à l'alimentation. Et enfin, l'abattement, ça peut être dû à un corps étranger ou la grippe. Mais globalement, ce qui est le plus important de retenir, c'est que si vous observez tous les signes qu'on vous a décrits de l'hyperœstrogénisme ensemble, avec l'anémie, les signes cutanés, les signes d'œstrus, les signes généraux, et parfois les signes nerveux, globalement votre diagnostic va être très orienté sur l'hyperœstrogénisme, et on n'aura pas vraiment un diagnostic différentiel qui comprend vraiment tous ces signes ensemble. Mais maintenant, nous allons voir comment on va pouvoir traiter cette maladie et la prévenir. Et pour ça, je vous laisse avec le professeur Jolan. Intéressons-nous maintenant au traitement de l'œstrus persistant. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans le cas où l'hématocrite est inférieur à 15%, le pronostic sera vraiment sombre. Alors qu'il sera bien meilleur si on est entre 15 et 25% environ. Donc le traitement va consister en 3 étapes. La première va être vraiment de stabiliser le furet. Donc selon son état, selon ses besoins, on pourra lui faire des perfusions, des transfusions sanguines, des corticoïdes ou encore des antibiotiques. Une fois que le furet est bien stabilisé, on va devoir interrompre ses chaleurs. Donc pour cela, on dispose de différentes molécules. On a la HCG, la GnRH, la proligestone ou la médroxyprogestérone. Une fois que ça c'est fait, il va falloir stériliser chirurgicalement ou chimiquement l'animal. D'où l'importance de vraiment le stabiliser avant, sinon l'opération risque d'être trop lourde à supporter pour lui. Donc pour la stérilisation chimique, on va utiliser un implant d'acétate de deslorelline. La deslorelline, c'est un analogue de la GnRH qui va être libéré par l'implant progressivement en faible quantité, ce qui aura pour effet de supprimer l'axe gonado-hypophysaire et donc de faire disparaître la production de FSH ou de LH. Autrement, on a la stérilisation chirurgicale qui consiste à opérer une ovario-hystérectomie. Donc là, on aura plus de gonades, donc plus d'oestrogènes produites. Dans le cas de l'hyperplasie surrénalienne, le traitement il va être soit médical, avec l'usage de la GnRH, ou alors chirurgical, avec l'opération de surrénalectomie qui permettra de retirer la source d'œstrogène. De la même manière, si c'est une néoplasie qui produit ces oestrogènes, le but va être de retirer, là aussi chirurgicalement, cette tumeur. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la prophylaxie de l'hyperœstrogénisme chez la furette. Donc ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que cette affection concerne plus de 50% des furettes non stérilisées de plus de 8 à 12 mois. En plus de ça, l'imprégnation prolongée d'œstrogène est un facteur de risque pour de nombreuses affections. On peut citer par exemple les mucomètres. Donc pour pallier à ça en avance, ce qu'on peut envisager, c'est une stérilisation soit hormonale, soit chirurgicale. Le problème de la stérilisation chirurgicale, c'est qu'elle a comme inconvénient, outre le fait qu'elle
entraîne un risque anesthésique et c'est une chirurgie plutôt difficile, c'est qu'on observe quasi systématiquement le développement d'une maladie surrénalienne environ 3 à 4 ans après l'acte, qui est aussi une affection très grave. Le phénomène, c'est que, puisqu'on n'a plus de production d'œstrogène, on n'a pas non plus de rétrocontrôle sur l'hypophyse qui va continuer à produire de la FSH et de la LH en grande quantité, donc ce qui va aller surstimuler la glande surrénale. Donc c'est pour cette raison qu'on préfère privilégier les implants chimiques, qui n'entraînent pas ce risque de maladie surrénalienne. Le souci, c'est que les implants, ils ont une durée d'action assez variable, et ça peut aller de 1 à 4 ans, et donc au cours de la vie d'un furet, on peut avoir à le changer assez souvent, ce qui peut revenir plutôt cher. Un bon compromis, ça peut être de poser des implants pendant environ 4 ou 5 ans de la vie de notre furet, pour ensuite passer à une stérilisation chirurgicale, ce qui nous débarrasse de la pose d'implants pendant la fin de la vie de l'animal, et avec l'idée que la maladie surrénalienne se développerait environ 3 ou 4 ans plus tard, ce qui correspond de toute manière à l'espérance de vie du furet, donc ainsi on ne risque pas de réduire son espérance de vie à cause de cette maladie. Enfin, il existe une dernière méthode assez pratiquée en Angleterre, qui consiste, notamment dans les élevages, à placer des femelles non stérilisées en contact avec un mâle vasectomisé. Donc l'idée, c'est que le mâle, comme ça, va pouvoir aller mettre fin à l'œstrus de la femelle sans pour autant la féconder. Le souci, c'est que en pratique, ça marche pas vraiment, enfin ça marche pas tout le temps, on va quand même avoir des hyperœstrogénismes qui vont se déclarer, donc c'est pas une méthode idéale. Merci de nous avoir écoutés, bon courage pour votre confinement et à bientôt.